Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui un homme d'exception, Denis Mukwege. Denis Mukwege, bonjour. Vous avez consacré énormément de temps à la presse ces dernières semaines. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes gynécologue congolais, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018, directeur général et fondateur de l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo, plus précisément au Sud Kivu. En 15 ans, plus de 40 000 femmes et enfants victimes de violences extrêmes ont été pris en charge dans votre hôpital. Denis Mukwege, on vous surnomme l'homme qui répare les femmes. Aider les victimes d'agressions sexuelles comme arme de guerre au Congo est devenu le combat de votre vie, si je ne me trompe. Pourquoi ? Au départ, en fait, j'étais préparé pour plutôt donner la vie, comme gynécologue obstétricien, accompagner les femmes qui donnent la vie. J'étais préparé aussi pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, puisque pour moi, c'était tout à fait inacceptable qu'une femme qui va donner la vie puisse perdre sa propre vie. Et après avoir fait mes études ici en Europe, à Angers, j'avais constaté que pendant 5 ans de formation, je n'avais jamais vu une femme mourir dans l'institution où j'ai travaillé. Et donc, pour moi, c'était choquant d'aller dans un pays où chaque jour, on déplorait des morts maternelles. Et donc, pour moi, il était vraiment capital de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Malheureusement, en 1999, quand la guerre commence en République démocratique du Congo, alors que j'avais déjà un plan d'action, que j'installais des petites maternités, je formais les sages-femmes, eh bien, toute ma vie a basculé. Et aujourd'hui, au lieu de m'occuper des femmes qui donnent la vie, je m'occupe des femmes je soigne des femmes qui sont détruites par la barbarie humaine. Et c'est vrai que ça a été un changement énorme dans ma vie. À l'hôpital de Panzi, vous avez progressivement développé une approche holistique afin de permettre à ces victimes de se remettre debout. Vous décrivez 4 piliers de cette approche. Pouvez-vous nous en parler ? C'est une évolution qui a été pour nous une évolution tout à fait de cette guérison. Quand les victimes de violences sexuelles arrivaient à l'hôpital, elles arrivaient puisqu'elles avaient des blessures graves, puisqu'elles avaient des infections sexuellement transmissibles ou alors elles étaient contaminées par le VIH et donc on les prenait en charge. Mais ce qu'on avait compris, c'est que ces viols s'accompagnaient des actes d'humiliation, de déshumanisation qui faisaient que ces femmes présentaient des troubles psychologiques graves. Donc, dans cette région, le viol avec extrême violence a été utilisé, pas seulement pour détruire le corps des femmes, mais également détruire les tissus sociaux, donc l'environnement dans lequel les femmes vivaient. Et souvent, en fait, pour y arriver, il fallait poser des actes barbares sur le corps de femmes en présence de leurs maris, de leurs enfants, de leur communauté. Ce qui ajoutait la honte que subissaient ces femmes à cette souffrance. Et rapidement, on a vu que le traitement médical ne suffisait pas. Il fallait ajouter le deuxième pilier, la prise en charge psychologique. Mais lorsque les femmes se portent bien psychologiquement, physiquement, elles sont prêtes, il s'est posé la question des ressources pour qu'elles puissent être autonomes. Et là, l'hôpital a commencé un programme socio-économique pour permettre aux femmes de se réinsérer dans leur société. Et la meilleure façon de se réinsérer, c'est être autonome économiquement. Pour celles qui sont jeunes, on leur donne la possibilité de retourner à l'école. Et ça, c'est le 3e pilier de notre travail. Mais quand les femmes sont bien physiquement, psychologiquement, elles se portent bien, économiquement, elles sont fortes,
elles ont un mot à dire dans la société, vient la question de la dignité, et c'est la justice. Je veux absolument que le bourreau soit traduit en justice pour qu'il réponde de ses actes. Et là, les femmes revenaient encore vers nous, puisqu'il y avait un lien qui était déjà créé par ces passages à l'hôpital, pour qu'on les accompagne devant les cours des tribunaux. Et c'est ce que nous faisons. Donc, ces 4 piliers, aujourd'hui, nous réclamons à ce que la justice puisse aller jusqu'au bout, ça veut dire payer aussi les réparations ou donner les réparations aux victimes de violences sexuelles, parce que je crois que c'est tout un processus de la guérison. Et ces réparations peuvent être aussi bien individuelles que collectives. Ces réparations peuvent être des compensations, mais peuvent être aussi tout à fait symboliques pour pouvoir dire aux générations à venir, ne faites jamais ça. Et ça a été une honte pour notre société. Nous ne voulons pas que ça se répète. Et je pense que c'est la seule façon d'amener les victimes à sentir que la société a reconnu sa faute, puisque nous devons tous comprendre que nous avons la responsabilité de protéger les femmes. Et si elles ne sont pas protégées, nous devons accepter de reconnaître notre tort et donc le réparer. Docteur Mukwege, vous sortez tout juste des élections au Congo. Nous avons eu l'honneur d'interviewer en février son éminence le cardinal Monsengo. Celui-ci, se basant sur les chiffres rassemblés par la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, dénonçait clairement les résultats officiels. La CENCO exhorte les nouveaux animateurs et toute la population à un sursaut, surtout éthique et patriotique, afin de rendre effective l'alternance démocratique. Vous avez vous-même, si je ne me trompe, exhorté Félix Tshisekedi à éviter de trahir le peuple congolais. Mais tout cela de façon pacifique. Pouvez-vous nous commenter cette réaction? Absolument. Je pense que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a souffert pendant longtemps de l'absence de la paix. Et aujourd'hui, je crois on ne peut pas envisager grand-chose en République démocratique du Congo sans la paix. On voit très bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de non-paix, non-guerre, et effectivement, ça empêche toute forme de développement. Lorsqu'il y a eu des accords de paix en République démocratique du Congo, je crois que la plus grosse erreur, c'était de penser qu'on pouvait sacrifier la justice à l'autel de la paix. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a ni paix ni justice. C'est pour cette raison que je continue à plaider pour qu'il y ait un sursaut patriotique, que tout le monde comprenne que la paix ne viendra que lorsque chacun va s'engager sur ce chemin de la paix pour que finalement, non seulement on puisse créer la paix dans cet espace qu'est la République démocratique du Congo, mais également qu'on puisse se projeter pour le développement d'un pays aussi riche avec des ressources humaines, des capacités énormes. Mais aujourd'hui, dans l'insécurité totale, l'absence de l'état de droit, tous ces éléments font qu'il n'est pas possible de pouvoir se projeter dans le futur. Et ces richesses minières entre autres, alimentent la guerre selon vous? En partie. Nous avons pu faire une étude et cette étude avait très bien montré que les femmes qui ont soigné à l'hôpital venaient des zones minières et dans ces zones minières, on trouvait également des groupes armés. Et malheureusement, c'est une réalité, c'est que là où il y a les conflits armés, c'est là où il y a les mines et c'est là où viennent les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et donc aujourd'hui, on sait également qu'il y a beaucoup de minerais qui sont au Congo en abondance, mais les Congos ne les exportent pas. Mais ces minerais se trouvent sur le marché international.
Et certainement, c'est ces contrebandes des groupes armés qui font ces commerces illégaux des minéraux congolais aujourd'hui. Docteur Mukwege, vous avez été un des acteurs de la conférence internationale organisée il y a quelques jours à Luxembourg à l'initiative de la grande-duchesse Maria-Theresa Luxembourg et de sa fondation. Le titre en était « Stand, Speak, Rise Up ». Vous partagiez ce rôle avec 2 autres prix Nobel, entre autres, Mohamed Younous et Nadia Mourad. Cette conférence confirme que les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ne se limitent pas à l'Afrique, mais se retrouvent dans la plupart des zones de conflit internationales. Je crois qu'il y avait un grand nombre de femmes qui ont accepté de venir témoigner, qui venaient de pays très différents. C'est nouveau aussi, ça, ce message-là, de dire ce n'est pas qu'en Afrique. Depuis il y a 2 ans, j'avais eu l'occasion j'étais invité par les femmes colombiennes, des victimes de violences sexuelles et les survivantes, et nous avions beaucoup discuté. Peu après, je suis allé en Corée du Sud, où j'avais aussi rencontré et parlé de cette question. J'étais au Japon et j'avais réalisé en fait que toutes les victimes ou les survivantes ont le même langage depuis des années. Donc leur langage a passé de génération en génération. La femme qui a 95 ans en Corée du Sud, quand elle parle du viol qu'elle a subi, elle utilise le même langage que la fille que je soigne à Panzi qui a 15 ans. Et donc je pense que la souffrance que les femmes subissent et connaissent lorsqu'elles sont violées, cette souffrance est universelle. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que toutes ces femmes, quand je les rencontrais, que ce soit en Colombie, au Congo ou en Corée ou en Irak, elles réclamaient qu'on puisse les rendre justice. Et donc toutes vivaient dans une situation d'impunité. Et je crois qu'à partir de ça, nous avions créé au sein de la Fondation Mukwege une plateforme où nous avions tout simplement facilité. C'est une plateforme, ce n'est pas une association, mais c'est tout simplement faciliter les femmes qui viennent de différentes zones de conflit de pouvoir se rencontrer et de pouvoir se parler, pouvoir se soutenir mutuellement. Et cette plateforme, nous faisons des retraites. Et avant le forum de Luxembourg, elles étaient en retraite pendant une semaine où les femmes qui viennent de Kosovo, de la Croatie, de l'Irak, de la Colombie ou Guatemala, Pérou, viennent ensemble. Et c'est vrai que la rencontre de Luxembourg, c'était la première où ces femmes pouvaient témoigner en public. Et c'était très, très émouvant. C'est elles qui ont demandé de témoigner. Je pense que cette libération de la parole, cette capacité de braver la honte, braver les humiliations, et de pouvoir dire à la société ce qui leur est arrivé avec force, c'est à nous maintenant de répondre. Nous avons la responsabilité de répondre à ces cris d'appel que ces femmes survivantes de violences sexuelles nous font. Moi, je pense que c'était une rencontre qui marquait un début très très important et qui marque un début de questionnement de la société par rapport à sa responsabilité de protéger les femmes et les enfants. Cette semaine est paru le livre que vous avez écrit à 4 mains avec le docteur Guy Bernard Cadière, chirurgien belge de renommée internationale qui vous rejoint régulièrement en salle d'opération à l'hôpital de Panzi. Le titre de ce livre est « Réparer les femmes, un combat contre la barbarie ». Vous dites « Nous voyons à l'hôpital de Panzi ce que même un œil de chirurgien ne peut s'habituer à voir ». Pouvez-vous nous parler de ce travail avec Guy Bernard Cadière? Absolument. Je pense que la rencontre avec Guy Bernard, pour moi, c'était un nouveau souffle
J'étais arrivé à un niveau où je sentais que je ne pouvais plus aller plus loin. On avait un système donc, qui consistait à faire des colostomies pour des jeunes personnes, puisque les lésions étaient si profondes qu'on ne pouvait pas les atteindre ni par voie basse ni par voie abdominale. Et quand je l'avais rencontré, on a discuté sur le plan technique et il m'avait proposé de venir à Bukavu pour qu'on essaye d'opérer ensemble, mais lui, il va le faire par voie laparoscopique et moi, j'aborde par la voie basse, comme on l'appelle en jargon chirurgical. Et effectivement, ces opérations à 4 mains ont permis à beaucoup de jeunes filles qui avaient une stomie, une colostomie à vie, de pouvoir non seulement recouvrer leur continence, mais aussi de pouvoir mener une vie presque normale. Et je crois que ça a été une rencontre qui m'a donné une force exceptionnelle. C'était un ressort pour repartir dans ma carrière. De nombreux articles, interviews, un livre, Plaidoyer pour la vie, un film sur votre vie avec comme co-auteur Colette Braeckman, bien connue en Belgique pour son expertise dans le domaine de l'Afrique. Selon vous, aujourd'hui, avons-nous le pouvoir de changer l'histoire? Y a-t-il un avant et un après le prix Nobel? Vous avez dit à Oslo dans votre discours, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Quand je vois le nombre de pays qui ont retransmis en direct le discours d'Oslo, je pense qu'il serait très difficile de dire « je ne savais pas ». Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la nouvelle technologie d'information, on a presque les informations instantanément. Et donc, je crois que si en 1945, on pouvait dire on ne savait pas, on ne peut plus le dire en 2019, tellement il y a des outils d'information performants qui permettent d'avoir l'information rapidement. Et je crois que ce qui se passe en République démocratique du Congo n'est plus un secret. La seule chose qui manque, nous avions dénoncé, mais il nous manque aujourd'hui l'action. Il faut arrêter le viol des bébés, il faut arrêter les viols et tortures, le viol avec extrême violence des femmes en République démocratique du Congo. Il faut arrêter les massacres à Beni, à Butembo, les massacres de Yumbi dernièrement nous ont fait tout simplement réfléchir encore un peu plus. Et tout ça, il faut arrêter. Ce que toutes ces femmes demandent aujourd'hui, c'est l'action. Docteur Mukwege, comment trouvez-vous la force de ce combat? Je ne saurais pas mener ce combat sans les femmes. Puisque à chaque fois, quand j'étais au bout de mes forces, les femmes m'ont toujours porté, les femmes m'ont toujours inspiré dans leur façon de faire, dans leur capacité de résilience. Je crois que je découvre tous les jours. Parce que quand vous pensez qu'une femme, elle est battue et qu'elle n'a aucune capacité de reprendre, mais quand vous réalisez qu'après des soins, parfois pas très importants, mais sa capacité de reprendre, et surtout quand les femmes reprennent, elles ne reprennent pas pour elles-mêmes. Les femmes ne reprennent pas le combat pour dire « on m'a fait ». Les femmes reprennent pour leurs enfants. Les femmes refusent que leurs enfants subissent la même chose qu'elles ont subi. Les femmes se battent pour les autres et pas toujours pour elles-mêmes. Elles se battent pour leur communauté. Et moi, je trouve que ça, c'est une force
qui m'amène toujours en fait, à être humble. Et je me sens souvent très très petit par rapport à ces femmes fortes. Et la seule façon, c'est de pouvoir les soutenir dans ce qu'elles font, puisque je crois qu'elles savent ce qu'elles veulent et elles savent très bien conduire leurs actions. Nous, on essaie seulement de canaliser pour qu'elles soient encore beaucoup plus efficaces, mais elles m'impressionnent beaucoup. Docteur Mukwege, vous êtes une source d'inspiration pour vos compatriotes congolais, mais surtout pour la jeunesse de votre pays. Nous avons eu entre autres l'occasion d'interviewer Adolphe Nyakasane, pédiatre, fondateur de la plateforme Kesho Congo à Bukavu, et qui était avec vous à Oslo lors de la remise officielle du prix Nobel. À son retour, il était plein d'énergie pour se retourner travailler sur le terrain et était très touché et inspiré par votre discours d'Oslo. Denis Mukwege, êtes-vous confiant dans la jeunesse de votre pays ? Heureusement que vous avez rencontré Adolphe Nyakasane. Je crois que quand vous rencontrez un jeune médecin, il a été ici, il a fait sa spécialisation en pédiatrie, il est retourné au pays où il rend de grands services et avec l'enthousiasme et la volonté d'échanger les choses, moi je crois que, comme je l'avais dit, ce pays a des ressources. Et cette jeunesse-là, le jour où elle trouvera un leadership qui peut donner l'orientation, un leadership dévoué, un leadership qui veut le changement, je crois que c'est un changement qui arrivera et qui va étonner tout le monde, puisque je crois que ça sera tellement rapide et impressionnant que le monde entier sera surpris de ce que le Congo peut devenir. Mais je suis très émerveillé quand je vois des jeunes comme Adolphe Nyakasane, qui aiment leur pays, qui veulent travailler, et travaillent dans des conditions difficiles, mais ça leur importe peu, puisqu'ils veulent faire quelque chose pour les enfants du Congo. Et j'ai beaucoup d'admiration. Docteur Mukwege, merci de nous avoir consacré ce temps. Je vous laisse avec le sourire sur cette évocation de la jeunesse de votre pays. Chers auditeurs, à très bientôt. Merci, madame.